Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux d'avoir commencé cette Coupe du Monde, d'enfin pouvoir faire des vidéos avec tout ce qu'on prépare depuis des mois. Première vidéo donc de cet arc mondial, sans compter celle sur les scandales qui étaient vraiment négatives. Là, on est là pour se faire plaisir. Nouveau maillot de l'équipe de France que j'ai sur moi, il est vraiment très beau. Nouveau local derrière que je vous présenterai bientôt, mais là on n'a pas le temps. Il faut qu'on parle de la Coupe du Monde. Tous les jours sur TikTok, je vous fais des résumés de tout ce qui se passe sur le continent américain, hein, Planète Coupe du Monde, je vous redirige vers là-bas. Et puis nous sur YouTube, on a prévu plein de trucs depuis des semaines et des semaines déjà. Et je suis ravi de pouvoir commencer ce petit arc avec une vidéo vraiment que j'avais envie de faire depuis des mois, même des années. Après avoir fait des que sont-ils devenus sur la Ligue 1, sur la Première Ligue, il faut qu'on s'attaque au Mondial parce que oui, il n'y a pas que le Mondial 2026. Tous les jours, on va aussi passer des tas de clips, des tas de photos des dernières Coupes du Monde, des trucs qui ont pu nous marquer quand on était petits, des joueurs qu'on aimerait revoir ou même où on se pose la question, ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils foutent ? Voilà mes amis, je vais pas faire une intro de 10 ans, juste oubliez pas de vous abonner parce que cette vidéo aura sûrement une suite. Et si ça vous plaît, hein, likez et envoyez des boosts. Maintenant on peut envoyer des boosts sur YouTube, ça aide vraiment la chaîne. On est parti, premier joueur, et vas-y j'ai le sourire. Si je vous montre ce ballon, les amis, on pense tous à la même personne. Limite, si j'ai les cheveux longs aujourd'hui, c'est presque pour lui. L'homme qui a envoyé des pralines pendant toute la Coupe du Monde 2010, qui finira meilleur joueur de cette compétition avec l'Uruguay, qui a inscrit le plus beau but du tournoi, 3 fois homme du match, mais qui échouera au port de la finale face aux Pays-Bas, Monsieur Diego Forlán. En soi, Forlán, hein, il a disputé 3 Coupes du Monde, mais quand tu penses Diego Forlán, il n'y a que 2010 dans ma tête. Les autres, je l'imagine même pas. Pour moi, c'est bandeau dans les cheveux, vous êtes là dans les tribunes, et voilà, et Forlán qui nous régalait. Je sais que cette Coupe du Monde, en général, elle n'a pas été considérée comme une grande Coupe du Monde, mais pour tous ceux qui sont de ma génération, peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu plus jeunes, dont ça a été la première ou la deuxième Coupe du Monde, Forlán avec ce ballon-là, c'est vraiment les émotions. Il finira aussi 5ème du Ballon d'Or 2010, quand même, grâce à son mondial et à sa saison avec l'Atlético où il avait pris notamment 2 trophées. Le flow, qu'est-ce que vous voulez, il est quasiment inégalable et de me replonger dedans pour préparer la vidéo, ça m'a mis de trop bonne humeur. Avec lui, par où on pourrait commencer ? Déjà, en vrai, on va commencer avec ça. La chaîne YouTube Pro Direct Soccer a réussi à le refaire jouer récemment avec le Jabulani. Donc, vu qu'on adore les émotions et qu'on est là pour ça, regardez. Ciao. Alors, il a aussi raconté qu'il avait jamais rejoué avec le ballon, hein, jusqu'à ce jour. Il en a un chez lui, mais il est signé par toute l'équipe de 2010, donc interdiction d'y toucher. Et à part ça, aujourd'hui, il a 47 ans, il a presque pas pris une ride, et il a le classique père de famille à la retraite, hein, qui passe dans des médias, qui joue au paddle, qui joue au golf, qui est bien entendu un petit peu influenceur, hein, il fait des pubs sur les réseaux. Mais l'activité principale de notre Diego Forlán aujourd'hui, c'est pas ça. Ça, c'est juste le package qui va avec quasiment tous les joueurs à la retraite. Diego Forlán, aujourd'hui, est joueur de tennis, pour de vrai. En 2023, il s'est lancé sur l'ITF World Tennis Master Tour. En gros, c'est un circuit de tennis international hein, qui est très connu, mais par catégorie d'âge. Genre, il y a les plus de 35 ans, les plus de 40, les plus de 45. Lui, là, il est dans les plus de 45. En simple, il est quand même monté jusqu'à la 91e place mondiale. Et en double, 84e. Donc en termes de niveau, vous avez vu 2-3 points, mais
ça joue. Il y a même un site qui répertorie tous ces matchs, vu que c'est une activité qui est quand même officielle. Là, par exemple, dernier tournoi, je suis allé voir, c'était en double au MT700 de Montevideo, à domicile en plus, en février. Et il a gagné 6-2, 6-3 en finale. Alors lui, évidemment, il a fait plein d'interviews autour du tennis, et il avait déclaré notamment ne pas se considérer assez fort pour aller jouer les Challengers. Challenger, en gros, c'est la deuxième division du circuit pro de tennis. Et en vrai, c'est limite un petit peu dommage, mais bon, là j'avance, et puis de toute manière, il fait ça pour le kiff. Pour peu, en plus, qu'il joue devant son public à domicile, ça donne des images de fou. En plus de cette seconde vie qui, écoutez, est déjà surprenante et pas mal, il a aussi tenté une carrière d'entraîneur. Il a eu 2 expériences en 2020 et en 2021 du côté de Penarol et d'Arenas. Il a aussi créé un tournoi pour les jeunes, la Forlan Cup, qui se déroulera bientôt, début juillet. Et puis sinon, il est ambassadeur d'une boîte de trading, One Royal. Je crois qu'on a fait le tour. Je protège les caches comme un poli. Parade de Raïs Mboli. Là aussi, pas mal de souvenirs, même si, en soi, il a participé à la Coupe du Monde 2010, où il avait été bon et où il avait été très proche de signer à Newcastle, sauf que le président de son club avait refusé. Bref, Raïs Mboli, c'est le Mondial 2014, et c'est encore plus le 8e de finale face à l'Allemagne, où ce soir-là, le gardien du CSKA Sofia, que pas grand monde connaissait finalement, avait été légendaire. Il a sorti une des plus grandes perfs pour un gardien dans un mondial. 10 arrêts face à des Allemands qui en colleront 7 au Brésil quelques jours plus tard. Lui n'en prendra que 2 à la toute fin des prolongations et décrochera même le trophée d'homme du match, malgré quand même la qualif allemande où il y avait beaucoup de beau monde sur le terrain. Un joueur qu'on pourrait presque qualifier d'homme d'un grand soir, parce que on n'a pas 50 000 souvenirs de Raïs Mboli dans le foot. Perso, moi, je l'ai jamais vraiment recroisé. Ça en fait un profil super atypique, méconnu et donc hyper intéressant pour cette vidéo. Déjà, première chose, juste sur Wikipédia, j'ai appris qu'il avait été formé au PSG et à l'OM. Sans jamais jouer avec aucun des 2 clubs, mais je savais pas. Plus perturbant par contre, après la Coupe du Monde 2014, il a que 28 ans et il quitte le CSKA Sofia pour Philadelphie, en MLS. Et là, il y a peut-être une notion financière dans le transfert qu'on n'a pas et du coup qui explique pourquoi il est parti là-bas. Mais moi, je trouve ça quand même fou qu'après la Coupe du Monde 2014, là, et ce qui nous a pondu, il n'y ait pas un club du top 5, top 6, top 7 qui se positionne pour lui. Il entamera ensuite un tour du monde, la Turquie, la France, à Rennes, où il joue un match, j'avais totalement zappé aussi, l'Arabie Saoudite, puis l'Algérie, où il finira, et où d'ailleurs, sur Instagram, son dernier club, l'Espérance Sportive de Mostaganem, il mettait que des photos de lui, c'était la star de l'équipe. Retraite prise l'an passé, en 2025, c'est vraiment tard, il a joué 11 ans après la Coupe du Monde 2014, sans du coup, comme je l'ai dit, qu'on le recroise vraiment. Aujourd'hui, 1 an après cet arrêt, difficile de savoir exactement ce qu'il fait, vu qu'il n'a pas de réseaux sociaux, mais le média DZ Foot a affirmé qu'il était loin de s'éloigner du football parce que Mboli prépare déjà son après-carrière. Il devrait entamer prochainement une formation pour devenir entraîneur des gardiens, avec visiblement une première étape en Arabie Saoudite. Voilà donc pour une carrière assez originale, où finalement Mboli aura toujours peut-être plus brillé, ou en tout cas plus marqué les esprits avec les Fennecs qu'avec ses clubs. Fennec avec qui il jouera notamment la CAN 2019 qu'il remportera et où, on l'oublie trop souvent, il a quand même été élu homme du match en finale. Great goals. Indeed, there is 16 goals in 4 World Cups. Gotta be closer, will walk it in, and Germany. Autant il y a des joueurs qui sont associés à une Coupe du Monde, à un mondial en particulier, autant il y en a pas du tout. Et c'est totalement le cas de notre bon vieux Miroslav Klose. Alors son nom, au moment où je tourne la vidéo, est d'autant plus d'actualité que son record va bientôt sauter. Messi vient de claquer un triplé et est à 16 buts comme lui. Mbappé est à 1 but du record aussi, donc vas-y. On n'est pas prêt d'arrêter d'en entendre parler. Finaliste de la Coupe du Monde 2002, 3ème en 2006, 3ème en 2010, vainqueur en 2014, meilleur buteur de l'histoire de la Mannschaft avec 71 buts et bien sûr, ce moment iconique face au Brésil où il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec donc 16 buts. Et bien sûr, sans oublier son salto en guise de célébration, toujours là. Ça manque peut-être un petit peu
peu de buts si on veut être tatillon dans les moments les plus importants. Hein. Il a un doublé face à l'Argentine en quart et un but face au Brésil en demi. Sinon, c'est beaucoup de buts en match de poule. Mais bon, Klose, Coupe du Monde, c'est un classique. À part ça, dès qu'il stoppe sa carrière en 2016 à la Lazio, il passe directement adjoint de Joachim Löw en sélection allemande. Il passe ensuite coach des U17 du Bayern, puis adjoint d'Hansi Flick, avant d'enfin prendre une équipe première à lui seul, le FC Nuremberg, en Bundesliga 2. Et voilà, 2 saisons là-bas, une où il finit 10ème, une où il finit 8ème du classement. Hein. Cette année, il a même croisé Dzeko sur les terrains. Et c'est ça, la nouvelle vie de Klose, coach en devenir. Peut-être qu'on en entendra un petit peu plus parler. Alors, si vous voulez le suivre, vous ne pourrez pas, étant donné qu'il a un Insta, mais bon, dernière publication 2016. On a quand même eu des nouvelles via d'autres personnes, hein, il joue au paddle, mais franchement, rien de fou. Il y a quelques petits partenariats par-ci par-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est face à une personne qui a beaucoup de mal, ou en tout cas qui a eu beaucoup de mal avec la nouvelle génération. Hein. Il avait même mis un terme à sa carrière en 2016 à cause justement des jeunes. Il avait notamment déclaré il y a quelques années « Aujourd'hui, les jeunes pensent à autre chose. Quand j'étais gamin, je pensais à m'entraîner pour devenir quelqu'un dans le sport que j'avais toujours aimé. À la Lazio et en sélection, après chaque entraînement, je me plongeais dans une baignoire pleine de glace pour éviter les blessures. Les jeunes de l'équipe, eux, refusaient systématiquement. Quand ils me voyaient ramasser le sac avec des ballons, ils me disaient « Mais qui t'oblige à faire ça ? Je suis fatigué, je suis mort. » À ce moment-là, je me disais « T'as 20 ans et tu ne peux pas aider un magasinier de 60 ans. » Ils se souciaient plus de savoir si leurs chaussures étaient assorties avec leurs chaussettes. Mario Götze. On reste du côté des Allemands avec une autre personnalité qui a bien marqué le Mondial 2014. Factuellement, hein, pourtant, Mario Götze, il démarre que les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 2014. En quart face à la France, il ne joue que 7 minutes, puis 0 minutes en demi face au Brésil. Mais bon, même s'il n'avait pas joué du Mondial, juste sa rentrée en finale face à l'Argentine et son but à la 113e minute, ça lui aurait réservé une place de choix dans cette vidéo. En offrant donc la Coupe du Monde à son pays, Götze a vu sa vie changer du jour au lendemain. Statut légendaire en Allemagne, vu comme le futur prodige du foot mondial à 22 ans, sur la pochette du prochain PES. Des exemples, il y en a plein, mais tout ça, ce nouveau statut, ça lui a peut-être coûté sa carrière. 12 ans plus tard, il est toujours footballeur, mais le parcours a été très loin d'être celui qu'on aurait imaginé. Après un retour en bombe au Bayern lors de la reprise de la saison 2014, il apparaît de moins en moins sur le terrain, perd la confiance de Pep Guardiola, ce qui va le pousser vers la sortie en 2016, où il retournera à Dortmund, là où il avait éclos quelques années plus tôt. Et quelques mois plus tard, sa vie va une nouvelle fois basculer, mais rien à voir, cette fois avec la finale de la Coupe du Monde. Début 2017, on lui diagnostique des troubles du métabolisme, symptomatique d'une myopathie, une maladie musculaire qui entraîne la déchirure des fibres de tes muscles. Sa saison est terminé. Il reviendra quelques mois plus tard, hein, mais sans jamais devenir le joueur que l'on pensait qu'il deviendrait à la 113e minute de ce match. 4 ans à Dortmund, 2 au PSV, puis 4 saisons à Francfort où il joue actuellement. Ça fait un moment qu'il prépare déjà son après-carrière, hein, au vu des difficultés qu'il a rencontrées. Alors chose assez folle par contre que peu de gens savent, je pense, il était à la Coupe du Monde 2022. Hansi Flick l'avait appelé, hein, et bon, vu que l'Allemagne n'avait pas fait long feu, on s'en rappelle pas trop, mais il a quand même participé à 2 matchs, hein, en entrant en jeu. Une bien belle revanche pour lui. Autre fun fact que j'ai appris aussi, sa femme, avec qui il est depuis maintenant quasiment 10 ans, je crois, est aussi sortie avec Manuel Neuer. Voilà, c'est peut-être un remake du Courtois de Bruyne en Belgique. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Sinon, à part ça, accrochez-vous. Il est ambassadeur Revolut, ambassadeur Nike, ambassadeur Hyundai. Il investit dans des marques, dans des startups. D'ailleurs, il a même un site, un compagnon-m, où il parle de tous ses investissements, si vous voulez aller voir. Associé bien entendu à un LinkedIn. Côté activité, ça change un peu des classiques des joueurs de foot, mais globalement, on est sur la même DA. Il fait du yoga, il fait de la couture, du taekwondo, il participe à la Kings League en Allemagne, enfin, son équivalent. C'est vraiment cliché, il était à Roland-Garros, là, il y a quelques jours. Il est assez actif sur les réseaux, il est très suivi sur Instagram, 7 millions d'abonnés quand même. L'Allemagne ne l'a vraiment pas oublié, nous, de l'autre côté de la frontière, c'est vrai que Götze, on n'entend plus trop parler. Et puis pour être complet, il y a une série qui est sortie sur DAZN qui s'appelle Being Mario Götze, que j'ai jamais vue mais qui peut être extrêmement intéressante au vu de son parcours qui est pour le coup lui aussi pas du tout longiligne et vraiment atypique.
On pourrait vraiment se demander comment est-ce qu'un homme qui a joué 1 minute dans toute sa carrière en Coupe du Monde a fait pour rentrer dans la légende de la compétition. Pour ça, le mieux, c'est de demander à Tim Krul. 5 juillet 2014, Louis van Gaal décide de changer de gardien à la 121e minute du quart de finale entre les Pays-Bas et le Costa Rica. Fin de la prolongation, on se dirige vers une séance de tir au but. Et Tim Krul va en devenir le héros. En arrêtant 2 pénaltys face à Keylor Navas et les Costariciens, les Néerlandais filent en demi et notre ami inscrit son nom dans la légende de la Coupe du Monde. Rien que ça. À l'époque, il jouait à Newcastle, un club où il est resté un moment, et puis il va passer par l'Ajax, la Z, Brighton, Norwich, et puis Luton, où il mettra un terme à sa carrière à 37 ans, l'année dernière. Et d'ailleurs, en 2020, il va refaire le coup avec Norwich, en arrêtant 2 pénaltys face à Tottenham en FA Cup. Il qualifiera son équipe grâce à une gourde bien trafiquée. Bon, en fait, c'est juste le boss, il prépare bien ses séances de pénaux. Et c'est devenu tellement un spécialiste qu'aujourd'hui, il fait des interviews sur beIN où il parle de comment bien préparer une séance de pénaux quand on est gardien, des conseils, des trucs comme ça. C'est une référence sur les pénaltys. À part ça, il est au Mondial 2026, où on l'a aperçu entre autres avec Schneider, pour suivre nos petits Pays-Bas, parce que bien sûr, il est consultant pour Ziggo Sport, original comme nom de chaîne télé, j'avais jamais vu. Il est aussi le reste de l'année sur Sky Sport, où il nous a notamment proposé cette saison une analyse des corners d'Arsenal. Le gars a quand même une palette large du coup. Et puis sinon il a l'air d'aimer sa famille et sa femme, surtout sa femme en vrai, vu que chaque année pour l'anniversaire de son mariage il reposte une photo, vraiment il le fait tous les ans, vous pouvez aller voir. Ça a l'air d'être un mec marrant, le Tim Krul aussi, vu qu'il y a 7 photos de son fils sur Instagram. Alors il fait aussi des interviews, des collabs avec des créateurs, il est ambassadeur UEFA, membre du board PFA Players, il fait des conférences, il passe des diplômes avec pour objectif d'être dans la gestion d'une structure sportive, que ce soit club, marque ou autre. Donc voilà, il est au début, on va dire, de sa nouvelle carrière et il a l'air d'avoir la belle vie. It's a really good ball. It's Shabalala. Goal! Bafana! Goal for South Africa! Goal for... Première Coupe du Monde sur le continent africain. Premier match et premier but de la Coupe du Monde 2010 où vous êtes là. Un commentaire légendaire. It's Shabalala. Une frappe magique, une célébration qui restera à jamais. Sifiwe Tshabalala offre à l'Afrique du Sud un moment d'histoire au mondial. Et depuis, c'est sûrement le seul du pays. À part si on considère les 2 rouges lors du match d'ouverture de ce mondial 2026. Sinon, je crois que vraiment, tu penses Afrique du Sud, foot, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir te citer 2 joueurs. Pelé lui-même, au passage, qualifiera ce banger comme un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. This was one of the most beautiful goals in the world. Anecdote marrante aussi, en 2010, la femme de Tshabalala a été élue Miss Afrique du Sud. Ça veut dire que genre les deux, en 2010, ils ont été les meilleurs représentants de la nation dans le monde. Et en plus en même temps. Sinon, 16 ans après cette action, que vous dire de Sifiwe, il croque. Il croque toujours sur ce but 16 ans après, ne vous inquiétez pas pour lui. Le nombre de fois dans l'année où il poste le but, où il refait la célébration, c'est infini. D'ailleurs, très joli clin d'œil, mais Quiñones, le joueur du Mexique qui a marqué le premier but de ce mondial, vu que c'était Mexique-Afrique du Sud, la même affiche, il a refait la célébration en clin d'œil de Tshabalala. Très belle image. Niveau carrière, notre ami, on n'en a jamais trop entendu parler puisqu'il a presque jamais joué en Europe. 11 ans dans le même club en Afrique du Sud, au Kaizer Chiefs, avant de terminer sa carrière en Turquie un petit peu, puis de retourner une dernière fois au pays. Du coup, on comprend que pour nous, en vrai, Tshabalala, c'est un mec de Coupe du Monde, c'est tout. Aujourd'hui, il fait des matchs pour le kiff, il se balade sur la planète, il est ambassadeur FIFA, il taffe avec Coca-Cola, des pubs à droite à gauche sur son Insta. Et puis en vrai, le truc qui fait le plus, c'est ambassadeur Betway, une marque de paris sportifs, très présente notamment en Afrique du Sud, vu qu'ils ont le naming du championnat, et donc avec eux, il fait plein de trucs. On peut le dire, cette frappe-là, elle l'aura fait croquer toute sa vie. Il est max jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il a mis ce but. بررها ديل بوسكي على انه وقفه بدنيا من باقي مهاجميه وبالراس جول 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 هولندا تتعادل عن طريق القناص. Qui dans
dans la vie, même qui devant cette vidéo, peut écrire un commentaire en disant « Je n'ai jamais vu la tête plongeante de Van Persie ». Personne. Face à l'Espagne, un soir de juin 2014, il nous sort un match iconique, tout comme en vrai la carrière de ce mec. Beaucoup trop beau à regarder pour un attaquant. Une patte gauche soyeuse, 3 coupes du monde disputées, un but en 2006, un en 2010, 3 en 2014. Robin Van Persie, c'est le trio avec Schneider et Robben. C'est les Pays-Bas finalistes en 2010, c'est les Pays-Bas 3e en 2014. C'est le meilleur buteur des qualifs de cette Coupe du Monde. C'est Robin Van Persie quoi, avec toute sa palette et puis même sa carrière en club, que du kiff. En 2015, il quitte Manchester United pour Fenerbahçe, où il marquera 36 buts en 3 ans avant de rentrer là où tout a commencé en 2018, au Feyenoord. En une saison, il pose un classique, 35 ans, il récupère le brassard de capitaine, il marque 25 buts, il ramène le doublé coupe, super coupe des Pays-Bas, de quoi clore le chapitre d'une carrière juste magnifique. Et d'ailleurs, les fans néerlandais lui rendront bien en faisant ce tifo en tribune, où on voit tout le foot orange le regarder faire ce fameux plongeon face à Casillas. Et notre Robin, il va pas tarder à attaquer sa seconde vie. Il se remet très vite dans le bain en devenant entraîneur des attaquants du club, le temps de passer ses diplômes, et de prendre sa première équipe pro en 2024, le SC Heerenveen. Et les Belges, les Néerlandais, là, ne me reprenez pas sur l'accent s'il vous plaît. On l'a déjà fait, j'y arrive pas. En 6 mois sur le banc, il positionnera son club à la 9e place du classement, ce qui est, je pense, pas trop mal vu le calibre de l'équipe. Il aura notamment une victoire de prestige face au PSV, puis une claque qui prendra 9-1. Face à la Z, avant d'être débauché par son club, Feyenoord, où début 2025, il paraffe un contrat d'1 an et demi. Nouveau retour, un énième, et celui-là va être un petit peu particulier, puisque quelques mois seulement après sa prise de fonction, il va incorporer dans le groupe pro un certain Shaquille Van Persie. Le fiston marquera même les esprits dans le derby, avec un doublé de fou, mais bon, il s'est blessé en janvier 2026, après seulement quelques matchs en pro, donc tout ça reste bien sûr à suivre. À part ça, il verra débarquer sous ses ordres Raheem Sterling à Feyenoord. Et au bout d'1 an et demi, son bilan, il est pas flamboyant. Si comptablement ça va, 42 victoires, 6 nuls, 13 défaites, c'est pas mal, mais c'est pas assez. 3e du classement pour sa première saison prise en cours de route, puis 2e cette année, à 19 points du PSV quand même. Ce qui marque un petit peu mal, plus une campagne d'Europa League à 6 défaites éliminées dès les groupes, plus un style de jeu bien critiqué et des choix aussi remis en question par pas mal de médias aux Pays-Bas. Ça a grondé du côté des supporters et il a donc été limogé par Feyenoord il y a quelques jours. Moment sympa par contre, il a fait une pub avec Gillette accompagné de son fils. Je trouve ça fait une trop belle image et son fils d'ailleurs, on pourrait en entendre parler notamment parce qu'il va devoir faire son choix entre les Pays-Bas et le Maroc. Parce que oui, sa mère est marocaine. Sinon, j'imagine qu'à l'heure actuelle, Robin Van Persie cherche un nouveau challenge sur un banc. Et puis, il a aussi créé un tournoi comme Not For Lan, à son nom. Et surtout, il a fait un craquage il y a quelques années. Il s'est payé une villa à Rotterdam à 6,5 millions d'euros. Et effectivement, quand on voit à quoi elle ressemble, il s'est pété la Maison Blanche. En 2002, l'Allemagne débarque en Corée et au Japon pour la Coupe du Monde avec, dans les cages, un mec qui vient d'être quand même élu meilleur gardien UEFA 4 fois d'affilée, Oliver Kahn. Il réalise un tournoi monstrueux, multiplie les arrêts, fait peur aux adversaires et porte son équipe jusqu'à la grande finale face au Brésil. Oui, mais voilà, comme on l'a montré dans le docu sur R9 qui est sorti il y a pas longtemps, d'ailleurs que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, son destin va basculer dans cette finale avec cette erreur sur le premier but qui permet au phénomène d'ouvrir le score. Et pourtant, malgré la défaite en finale, malgré cette erreur, Oliver Kahn fait un match monstrueux, termine meilleur gardien de la Coupe du Monde et finit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ronaldo et Roberto Carlos se glisseront aux 2 premières places du Ballon d'Or 2002. Lui se contentera de la dernière place du podium et du titre de meilleur gardien de la planète. Un mondial de zinzin couplé à un personnage vraiment culte du football, un caractère presque iconique, un flot de méchant, un fou dans sa cage avec sa casquette là qui n'aime pas perdre et qui a quand même pris part à 4 Coupes du Monde, même s'il n'en jouera vraiment qu'une seule. Et notre petit Oliver, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Alors déjà, il existe un www.oliver-kahn.de, site où toute sa carrière est répertoriée. Mais moi, quand je pense à Oliver Kahn, je peux pas m'empêcher de penser à 2 choses. Déjà, à part la Coupe du Monde, le moment où avec le Bayern, il est allé marquer un but avec les poings.
Je trouve ça trop drôle. Et à l'anecdote qui raconte le jour où il a préparé un match caritatif et où il y avait une séance de pénalty et à chaque but il y avait de l'argent reversé à une association et il a arrêté tous les pénaltys et ça vraiment ça m'extermine de rire. Après par la suite il s'est expliqué, il a dit qu'on lui avait pas expliqué le concept et que sinon il aurait jamais fait ça. En tout cas aujourd'hui il s'est bien rattrapé, il a créé une fondation pour les enfants, il travaille également avec VIP Prize qui est une organisation qui permet aux gens de faire des dons à des associations et d'avoir une chance de gagner quelques prix justement grâce à ces donations. Il a un compte Instagram aussi où d'ailleurs j'ai retrouvé cette photo avec Papin et de la bière là, vraiment. Je sais pas, je trouve il y a un truc dans cette photo de fou. Et comme tout bon entrepreneur, il a un compte LinkedIn, 150 000 abonnés et une photo de profil. Voilà, je jure que là, il pourrait être prof à Serpentard dans le film. Il y a aucun souci. Tellement la gueule des méchants dans les films, c'est fou. En reconversion, il a été président du Bayern pendant 2 ans. Bon, il a été démis de ses fonctions en 2023. Depuis, il est consultant dans les médias pour Sky Sports. Récemment, il a pris une petite sauce autour de Musiala parce qu'il avait déclaré avoir conseillé à Musiala de ne pas jouer le mondial pour pouvoir se remettre de sa blessure facilement. Voilà, en soi, c'est pas grand-chose, mais en Allemagne, ça a fait beaucoup parler. Il a dû s'expliquer et tout. Mais le plus croustillant avec Oliver Kahn, ça reste quand même le fait qu'il ait essayé de racheter les Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez il y a quelques mois en s'alliant à Jacques-Henri Hérault. Oliver Kahn, ça a été une légende du sport et du football allemand. Donc voilà, c'est un grand gestionnaire aussi, en plus d'être une légende de son sport. Et donc en fait, c'est eux qui tout simplement m'ont demandé si je pouvais les aider et les accompagner dans cette aventure. Donc on travaille effectivement sur les Girondins de Bordeaux, qui est un très beau club, mais mon rôle se limite à ça. Et là, en termes de feat improbable, je pense qu'on fera jamais mieux. Cette histoire, elle a duré un moment, il y a eu beaucoup de discussions, mais de quel côté est la faute, on sait pas trop. Il y en a un qui lâche pas trop le steak et eux, je sais pas. En 2006, la planète découvre un petit Australien, Monsieur Tim Cahill, qui était déjà bien connu quand même en Angleterre pour son passage réussi à Millwall, puis son transfert à Everton. Mais bon, il va marquer un petit peu les esprits parce que ça devient déjà le premier buteur de l'Australie en Coupe du Monde, pour ce qui est seulement la 2e participation de la nation. Il marquera un doublé face au Japon en poule, ce qui permettra à l'Australie d'atteindre les 8e, ce qui pour eux est déjà bien. En 2010, il reviendra mettre son petit but face à la Serbie. D'ailleurs, truc qui m'a toujours fasciné avec lui, c'est le seul attaquant numéro 10 là à jouer avec le numéro 4 dans le dos. Mais bon, ça l'a pas empêché de devenir iconique et peut-être que ça a participé à tout ça. Puis après, en vrai, il va se faire connaître pour 2 choses. Déjà, ses buts de la tête. Ce mec, je jure, j'ai pas la stat. J'ai regardé un petit peu des clips pendant que je faisais la vidéo. Je me suis pas fait sa centaine de buts. Mais si sur les 100 et quelques buts qu'il a mis en carrière, il y en a 90% qui sont marqués de la tête, ça me choque pas du tout. Le mec marquait que de la tête, sauf à la Coupe du Monde 2014, où il a quand même envoyé une petite praline. Après avoir mis un but face au Chili, il rentre dans la légende du mondial avec ce but face aux Pays-Bas. Juste hallucinant. Une reprise de volée barre entrante qui, bon, s'il n'y avait pas eu James Rodriguez, il était élu but du tournoi tous les jours. D'ailleurs, il est peut-être même limite plus dur à réaliser que la reprise de Rames. Tim Cahill, c'est donc ce gars teigneux qui célébrait les buts en boxant le poteau de corner. Une célébration d'ailleurs, encore un clin d'œil dans cette Coupe du Monde 2026, le premier buteur de l'Australie, le petit jeune, là j'ai oublié son nom, il a refait la célébration de Cahill. C'est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Soqueros, avec 50 buts, et presque le seul Australien à avoir marqué les esprits, limite le seul. Pareil, un peu comme avec Chabalala, c'est peut-être encore pire en Australie pour citer un autre joueur. Il y a Aaron Moy parce qu'il avait une carte fut et qu'il était chauve. Sinon, vas-y, des joueurs australiens, c'est compliqué. Et pour vous dire à quel point il a séduit un petit peu le football australien, dès 2006, après son doublé face au Japon, dès qu'il rentre au pays, il sera invité par son ancienne école pour venir rencontrer des gamins et tout, sauf qu'il est invité pendant les vacances scolaires. Donc, vas-y, il y a que quelques gosses qui peuvent venir s'ils en ont envie, ils sont pas obligés. Sauf que ce jour-là, toute l'école, tous les enfants vont se déplacer et vont venir le voir. Pour son parcours que vous voyez à l'écran, on l'a rapidement perdu de vue suite à son départ de l'Angleterre. Mais c'est un mec attachant qui revenait à chaque édition du mondial et qui, moi, m'a bien marqué en vrai quand j'étais petit. Donc,
Il a sa place dans cette vidéo, normal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fabrique de sa vie? Franchement, il m'a épuisé, hein. Je vais vous lire ça parce que j'ai trop la flemme. C'est épuisant. En vrai, non. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Monsieur Qatar. Lui, en termes de croquage, c'est peut-être encore pire que Tchabalala et le Coca-Cola. Il fait partie de l'Aspire Academy qui a pour but de faire de la formation qatari un fleuron régional, voire même peut-être plus. Il est aussi directeur technique et conseiller du président de la sélection du Qatar. Il participe à développer le foot au Sri Lanka avec l'aide du Qatar. Il lance une chaîne de TV avec Aspire Academy et avec Qatar Airways. Ça, plus le fait qu'à côté de ça, il est éparpillé à droite à gauche, vas-y, il fait trop de trucs. Il a tenté une expérience de coach adjoint d'Ancelotti à Everton pendant 6 mois, puis il est allé étudier à Harvard en 2019. C'est devenu lui aussi un mec de LinkedIn où aujourd'hui, si tu vas sur son profil, son métier, son taf, c'est Global Strategic Advisor, Sport et Government Affaires. T'es mal accent anglais, hein, t'inquiète, mais en même temps, vu le poste, c'est vraiment, on dirait le bullshit des écoles de commerce, là, avec des postes en anglais, soit normal. Après, bon, j'abuse, c'est un anglais, c'est normal qu'il parle en anglais, mais vas-y, vous m'avez compris. Il fait aussi des pubs, hein, bon, ça... pas très rare pour un joueur de foot à la retraite. Il fait des matchs avec Ronaldinho, des événements, du bénévolat avec l'UNICEF. Il a un site internet, un compte TikTok, qui d'ailleurs fait pas des très bonnes stats, hein. Pourtant il met tous ses buts sur son compte TikTok. Il m'a saoulé, hein. J'ai vu aussi qu'il était devenu conseiller d'administration du club CAS Eupen, là, aux Pays-Bas. Il est à droite à gauche, c'est assez dur à suivre. Et puis le pompon, il a sorti une BD qui s'appelle Timmy. C'est l'histoire d'un enfant, hein, qui va tout faire pour jouer au foot. J'imagine, parce que je l'ai pas lu, que c'est quand même bien inspiré, voire même c'est son histoire. Donc, si ça vous intéresse d'aller creuser, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pirlo, ancora Pirlo di testa, Pirlo! Et puis, nous allons terminer ce premier épisode par Fabio Grosso. Fabio Grosso et la Coupe du Monde, c'est en soi seulement 6 matchs. Tous en 2006 et un moment d'histoire lorsqu'il envoie l'Italie en finale à la 119e minute d'une rencontre méga indécise face à l'Allemagne. Un commentaire en italien juste culte, hein, et c'est l'un des grands symboles de la dernière grande équipe d'Italie au mondial. Où au passage, il offrira aussi la Coupe du Monde à son pays en marquant le dernier tir au but face à Barthez, mais pas trop de mauvais souvenirs. Voilà, depuis, on va pas non plus vanner l'Italie, on sait tous ce qui se passe, mais c'est vrai que depuis ce moment de Grosso, en fait, c'est la dernière belle image de l'Italie dans une Coupe du Monde. Et c'était il y a 20 ans. Ça sera donc tout pour lui, hein, dans une telle compétition, hein. Il jouera encore jusqu'en 2009 avec l'Italie, mais ratera le mondial sud-africain. Et en vrai, c'est le genre de joueur où j'ai remarqué que j'ai aucun souvenir en club quasiment. Je sais qu'il a joué à Lyon, parce que ça je m'en rappelle, mais Grosso en club, soit j'étais trop petit, soit c'était pas marquant. Mais vraiment, j'ai quasiment tout appris en préparant la vidéo. Premier truc qui m'a marqué, que je savais pas, Grosso, je l'imagine, genre, petit latéral, il fait 1m90. Déjà, suite au mondial 2006, il quitte Palerme pour l'Inter, où après un an, il signe à l'OL. Jusque-là, on était bon. Il fera 2 saisons en Ligue 1, puis 3 à la Juve, et Grosso à la Juve. Là aussi, je savais même pas qu'il avait joué là-bas, je n'ai aucune image. Après, ça peut sûrement s'expliquer parce que dès sa première année, hein, il obtient la pire note moyenne de la Gazzetta dello Sport. Et il est tellement mauvais en soi, hein, c'est pas pour le dénigrer, mais il s'entraînera à part du groupe pro et il mettra même un terme à sa carrière par la suite. Donc dès 2013, hein, il va pas perdre de temps suite à cette fin de carrière vraiment par la petite porte. Il reprend du service. Il va coacher les U19 de la Juve, Bari, le Hellas Vérone, Brescia, le FC Sion, Frosinone, l'OL et puis Sassuolo. Il a que 48 ans, mais en termes d'expérience, en plus de sa carrière, franchement, il en a beaucoup. Alors il y en a qui sont forcément plus réussis que d'autres, hein. Au début, c'était un petit peu compliqué. Il y a notamment le passage à Brescia où il fait 3 matchs, 3 défaites avant de se faire dégager. À Sion aussi, il se fait dégager, mais bon. Après, le président du club, il dégage tout le monde. Donc là, c'est pas non plus un événement. Il y a que vraiment son passage à Frosinone où là on va voir quelque chose
qui peut être intéressant. En 2 saisons, il fait monter le club en Serie A, hein, puis signe donc à l'OL, un passage qui le marquera à vie, je pense. 5 points en 7 matchs, hein, sachant qu'il avait succédé déjà à Laurent Blanc en début de saison et que le club était mal. C'est peut-être le pire début de saison de Lyon depuis je sais pas combien de temps. Il sera remplacé par Pierre Sage, El Grande, mais le pire ça reste le match à Marseille où le bus de l'OL se fait caillasser avant le match et où il est en sang. Il gardera des cicatrices à vie et le match sera annulé, mais voilà, un passage vraiment, je pense qu'il ne reviendra jamais en France. En 2024, Sassuolo est relégué en Série B et le nomme à la tête de l'équipe. En une seule saison, il est refait monter en Serie A, puis il dispute donc cette année enfin une saison pleine sur le banc d'un club du top 5 européen et vient de finir 11e du Calcio. C'est vraiment pas mal et alors je suis pas spécialiste, j'ai regardé aucun match de Serie A cette année, mais j'ai vu passer 2-3 trucs sur Sassuolo comme quoi c'était une bonne petite équipe, ce qui peut donc expliquer pourquoi il y a quelques jours, la Fiorentina lui a confié les rênes de l'équipe la saison prochaine. Voilà, il step up petit à petit, il a beaucoup emmagasiné d'expérience, donc son objectif dans tous les cas c'est de devenir un grand coach européen. Il y a moyen donc qu'on suive ça de très près d'ici quelques semaines. À côté de ça par contre, hein, il est assez discret, il a un Instagram mais il poste que des trucs de match, pas de collab, pas d'interview, pas de pub, assez simple comme gars. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette première partie, explosez les likes et puis n'hésitez pas à rajouter des profils, évidemment vous doutez que la deuxième partie j'ai déjà bien réfléchi, mais si vous avez des coups de cœur sur des mecs qui vous ont marqué à la Coupe du Monde, allez-y, on lira tout ça, il n'y a aucun souci. Et puis moi je vous dis bon match du jour, hein, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais régalez-vous bien et à très vite sur la chaîne. Ciao!